la thérapie d'acceptation, puis d'engagement. C'est ça, Nicolas Garel, je suis psychiatre. Je pense qu'on peut se lancer. Voilà la prochaine diapo. Parfait. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on va retourner un peu juste historiquement, là, définir conceptuellement c'est quoi le acte, comprendre les principes soutenant l'usage de l'acte là, dans les troubles d'usage, utiliser des stratégies pratico-pratiques adaptées aux troubles d'usage de substances. Puis, ce qui est quand même, je trouve, assez intéressant de cette thérapie-là, c'est qu'elle est très accessible. Puis, c'est des exercices très accessibles qu'on peut pratiquer en bureau, qu'on peut demander à nos patients de pratiquer à la maison. Donc, on va revenir un peu sur ce type d'exercice-là. Puis, comment on peut intégrer l'acte dans des protocoles de traitement, dans notre approche, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'intégrer, peu importe votre approche, peu importe votre setting ou votre cadre dans lequel vous prodiguez des traitements, des choses là, qui s'intègrent assez bien. Donc, vrai ou faux? L'acte vise avant tout à modifier le contenu des pensées. C'est-tu moi qui dois dire qu'on change ou... Intéressant, OK. Un tiers, deux tiers. Quel est le principe central du craving surfing, là? Pardon pour les anglicismes, là. On a travaillé fort, on essaie de comment on pourrait traduire ça en français, puis il n'y a jamais rien qui est venu, là. Donc, chercher à éliminer le craving dès qu'il apparaît, se distraire pour ne plus ressentir l'envie, observer l'envie sans agir automatiquement, remplacer l'envie par une pensée plus positive. Bon, donc histoire et ancrage théorique de l'acte. Donc, ça a été développé par Hayes dans les années 80. Ce qui est intéressant avec Dr. Hayes, c'est quelqu'un qui souffrait lui-même là, de beaucoup d'anxiété, d'attaques de panique extrêmement invalidantes, puis qui avait fait énormément de thérapie, beaucoup d'approches et qui était très souffrant. Puis, éventuellement, de cette souffrance-là, l'a amené à réfléchir puis à développer l'acte. Puis, si vous avez le temps, il y a un TED Talk là, qui est très intéressant où je vous encourage là, d'aller l'écouter, là. C'est quelqu'un qui est un peu atypique, là, mais qui est intéressant à écouter. Donc, ça fait partie de la troisième vague des thérapies cognitivo-comportementales qui sont vraiment centrées sur la relation à l'expérience interne plutôt que sur le contenu des pensées. Donc, on est beaucoup dans les processus, puis un peu moins dans le contenu. Puis ça met vraiment l'accent sur la flexibilité psychologique, puis capacité à agir selon ses valeurs malgré l'inconfort. Ce concept de flexibilité psychologique dans l'acte a été quand même critiqué parce que c'est à la fois un processus désiré, mais c'est le résultat escompté. Conceptuellement, c'est pas nécessairement clair comment on le mesure, mais reste que c'est un concept, je pense qu'il le dit là, en tant que tel, où on a une plus grande flexibilité par rapport à son rapport à ses propres pensées, par rapport au monde, puis ça donne des capacités d'adaptation qui sont beaucoup plus grandes. Ça s'appuie sur un modèle mécanistique assez clair sur la théorie des cadres relationnels puis le contextualisme fonctionnel, là. La théorie des cadres relationnels, c'est que, dans le fond, c'est basé beaucoup là, sur des théories psychologiques où les humains apprennent à donner du sens au monde en établissant des relations avec les stimuli, que ce soit les mots, les objets, les événements, puis on les associe.
Puis éventuellement, ces associations-là sont assez arbitraires puis dépendent plus vraiment de l'expérience. Puis je pourrais vous donner un exemple assez clair, là, c'est comme humain, on va utiliser beaucoup de mots, de langage, de sémantique pour décrire notre relation à l'expérience. Puis des fois, c'est pas nécessairement en lien avec l'expérience. Je vous donne des exemples. Je travaille beaucoup en dépression chronique. Les gens vont dire je suis déprimé. Ce terme-là de déprimé est associé à plein de choses à un niveau comportemental, émotif, cognitif. Puis quand on essayait de disséquer un peu cette expérience-là, ce mot très chargé de dépression, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Dans leur vie quotidienne, à un niveau émotif, en termes de sensations physiques, de pensée, on voit que souvent c'est peu investi, peu réfléchi, puis que juste ce terme de dépression était associé à l'expérience qu'on réutilise de façon un peu galvaudée. Donc, ça, c'est un exemple un peu là, des cadres relationnels. Puis le contextualisme là, fonctionnel, c'est une philosophie scientifique qui guide un peu les comportements modernes. C'est que comment je pourrais vous expliquer ça. C'est un peu le sens d'un comportement dépend vraiment du contexte. Donc, le comportement peut être très adaptatif dans certains contextes, comme la fuite, s'il y a un danger réel, puis très maladaptif dans un contexte où il n'y a pas de danger réel, où on fuit. Donc, le comportement a une fonction, une valeur, dépendamment du contexte. C'est une approche transdiagnostique qui est efficace pour l'anxiété, qui est efficace pour la dépression, pour les troubles d'usage, qui a été beaucoup étudié, puis qui est vraiment intéressant parce que c'est un modèle un peu de open science où il y a énormément de protocoles qui sont mis en ligne gratuitement par différentes équipes de recherche auxquelles on peut avoir accès en tout temps. Donc, je vous conseille là, d'aller sur Internet si vous voulez un peu le théoriser. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, ça intègre des concepts vraiment de pleine conscience, comme beaucoup de thérapies là, de troisième vague, que ce soit la DBT, le Mindfulness-Based Relapse Prevention, beaucoup d'acceptation. Puis qu'est-ce que ça veut dire par ça, l'acceptation? C'est l'acceptation que ben, la vie est difficile, qu'il y a des émotions difficiles, que ces sensations-là sont pas dangereuses, puis qu'on va accepter ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête. Souvent, le réflexe premier des patients, ça va être de dire, mais vous me demandez d'accepter l'inacceptable. Puis souvent, on répond, mais l'accepter la situation actuelle, c'est le premier pas là, de changement. Puis il faut aussi faire attention parce que on tombe rapidement dans de la fausse acceptation parce que on fait beaucoup de travail là, de body scan, d'exploration des sensations physiques. Puis les gens vont commencer à faire ces exercices-là pour chasser l'émotion, pour chasser la sensation. Puis là, on n'est pas dans la vraie acceptation. On travaille beaucoup les valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire, les valeurs? C'est un grand terme, mais qu'est-ce qui est important pour les gens? Puis ce qui est fondamental, c'est le comportement engagé. Donc, les gens, c'est vraiment qui s'engagent dans des comportements. Peu importe ce que les pensées disent, peu importe ce que les émotions on a, si ces choses-là sont enlignées, puis sont dans une démarche où c'est ancré dans nos valeurs, ben, on s'engage. On a beau pas avoir envie de s'entraîner, se sentir fatigué, on se lève, on va au gym. Donc, c'est beaucoup dans le comportement. Ça se distingue énormément, puis c'est là où moi j'ai beaucoup accroché des TCC traditionnels parce qu'il y a une absence de restructuration cognitive. On ne tente pas de modifier les pensées, on change la relation aux pensées. Donc, en acte, la pensée, c'est de la sémantique, c'est du langage. Euh, la majorité des pensées sont fausses. Qu'est-ce qu'on fait comme être humain? C'est qu'on a une pensée, on la prend, on la fusionne à la réalité, ça devient notre réalité. Donc, j'ai la pensée que je suis un mauvais psychiatre, je suis un mauvais psychiatre, j'ai cette pensée-là, je la fusionne, j'ai l'impression que je suis un mauvais psychiatre, ça m'habite, je commence à éviter plus au niveau clinique les cas difficiles, alors que dans une optique où on voit cette pensée-là pour ce qu'elle est, une simple pensée qui vient, qui passe, qu'on peut la laisser passer. On peut utiliser beaucoup de métaphores dans l'acte, que ce soit les nuages, que ce soit où on change la relation à la pensée. C'est quelque chose qui passe, on n'est pas obligé de s'accrocher, c'est pas vrai. La majorité des pensées, encore une fois, d'un être humain est fausse. Donc, vous voyez, c'est là où on vient intervenir au niveau de la relation avec la pensée plutôt que changer la pensée elle-même. C'est beaucoup là, d'exposition expérientielle. C'est vraiment central à tout ce qu'on fait. Puis on va venir définir les émotions comme des sensations physiques auxquelles on attache des pensées. Mais à la base, l'émotion est une sensation. En anglais, c'est plus facile avec nos patients anglophones. Feeling, you feel it, c'est dans même l'étymologie du mot. Donc,
Pour les gens, ils vont nous donner des émotions. Je suis anxieux, puis on essaie de le caractériser à qu'est-ce qui se passe à un niveau plus physique. C'est extrêmement difficile pour les patients de faire ça. Puis ce que j'aime beaucoup faire, c'est que si on est en entretien, puis il y a une émotion forte, de s'arrêter, de faire un exercice là, de scan corporel, puis d'aller voir, de caractériser ces symptômes-là à un niveau physique, que ce soit mon cœur qui débat, une pression au niveau de la cage thoracique, on peut lui donner une couleur, une forme. Donc, c'est ce type d'exposition-là qu'on fait. Puis, vraiment, c'est transférable à différents contextes. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, il y a 6 processus clés en acte. L'acceptation, on en a parlé, accepter les émotions qui viennent, les pensées qui viennent, les pensées de craving. On n'essaye pas de les modifier, on n'essaye pas de les changer. On est dans l'action engagée, donc on s'engage vraiment, puis cette action-là est extrêmement importante. Cette action-là est au service de valeurs, puis on dit souvent aux patients que c'est beaucoup plus difficile de vivre une vie en concordance avec ses valeurs que fuir puis éviter, parce que souvent, marcher vers des choses qui sont importantes pour nous, ça demande de l'effort, de l'exposition. Donc, on parle beaucoup de ça. Le soi comme contexte ou le soi relationnel est peut-être un des processus les plus difficiles à transmettre, exposer aux patients, mais c'est vraiment que on essaie de déconstruire la rigidité de je suis cette personne-là. Je suis telle personne, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Donc, on essaie d'amener un peu une fluidité là-dedans. Puis, le soi comme contexte, vraiment, là, ça désigne cette capacité d'une personne à se percevoir comme l'espace dans lequel ses pensées, ses émotions, ses sensations apparaissent, plutôt que le contenu de ces expériences-là. Donc, au lieu de se dire, le contenu de l'expérience, ça serait de se dire, je suis nul, je suis anxieux, ben, on va plutôt observer ce contenu-là sans l'attacher à qui nous sommes comme personne. On est beaucoup dans le moment présent, justement, par ces exercices de pleine confiance, puis on diffuse la pensée. La fusion de la pensée, c'est ce que je vous disais. J'ai une pensée, je la prends, je la fusionne à la réalité, je deviens cette pensée-là. On fait des exercices de diffusion où on essaie de mettre une distance avec cette pensée-là pour la voir de façon un peu méta, à distance, puis la laisser passer sans s'y accrocher. En travaillant ces processus-là, on tente de faire quoi? À induire, introduire, puis augmenter la flexibilité psychologique, qui est vraiment l'objectif central, puis qui permet d'observer ces expériences-là humaines en les acceptant plutôt qu'en tentant de les changer ou de les fuir. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, des exemples concrets là, de différence entre la TCC classique versus l'acte en lien avec les pensées. La TCC classique, on essaie de modifier le contenu des pensées, on fait un travail sur les distorsions cognitives, on les identifie, les hot thoughts, après ça, on essaie de voir si ça vient à quel point de pensées qui sont plus core. Là, on n'est pas là-dedans. On modifie encore une fois la relation aux pensées sans chercher à en diminuer la fréquence. L'objectif de la TCC classique est vraiment la réduction des symptômes. L'acte, c'est une vie guidée par les valeurs où on va dire aux gens, vous allez rester symptomatique. La souffrance, elle revient, la vie est souffrante, puis je pense qu'il y a une double souffrance à essayer de fuir cette souffrance-là. Puis c'est sûr qu'on est dans des sociétés où on a beaucoup véhiculé là, que le but de la vie, c'est d'être heureux, alors que l'état de bonheur ou d'être heureux est éphémère, vient et part, comme la souffrance. Donc, on touche à ces concepts-là. Donc, les outils de la TCC classique, là, pour ceux qui la pratiquent, puis, bon, la restructuration cognitive, la modification des distorsions, l'expérience comportementale, ça recroise beaucoup l'acte, l'activation comportementale puis l'action. L'acte, on est beaucoup dans l'exposition ouverte aux émotions, plus de pleine conscience, des exercices de diffusion, on clarifie les valeurs puis l'action engagée. Il y a une complémentarité des approches, c'est sûr, puis beaucoup de l'acte est basé sur cette activation comportementale qu'on a beaucoup travaillé en TCC. On peut changer. Donc, pourquoi l'acte est adapté aux troubles d'usage, puis on a des données qui sont quand même assez intéressantes. Donc, dans les troubles d'usage, c'est beaucoup associé à une impulsivité, une rigidité cognitive, beaucoup d'évitement émotionnel, dépendamment de nos types là, de consommateurs. L'alcool peut vraiment venir juste éteindre, diminuer une souffrance sous forme d'évitement. L'acte cible directement ces mécanismes, particulièrement l'évitement de l'inconfort interne qu'on va apprendre à
accepter, laisser monter, puis même éventuellement développer une certaine curiosité pour ces sensations physiques, qu'elles soient agréables ou non. On fait l'observation du craving plutôt que tenter de le fuir, de se distraire. On va le laisser monter, puis on va parler du craving surfing. Puis on essaie de déconstruire le cycle de j'ai une pensée, j'ai une émotion, il faut que je boive automatiquement, parce que sinon ça partira jamais. Tout finit toujours par passer. Des fois, c'est plus long, mais il n'y a pas de danger à laisser monter ça. À quel point on peut laisser monter l'anxiété, jusqu'à quel niveau ça peut aller. Puis on fait ce type d'expérience-là avec les patients. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, ce qui est intéressant, l'acte a été utilisé dans différents types de substances, puis quand on le compare dans des méta-analyses de assez grande qualité, là, ça serait même supérieur à des approches là, bien structurées, avec tu sais, des différences là, assez importantes. Puis une autre donnée qui est assez intéressante de l'acte comparé à d'autres types de thérapies à un niveau scientifique, c'est qu'on peut voir généralement qu'on finit une thérapie, une certaine recrudescence des symptômes quand la thérapie arrête. Pas toujours, mais puis qui dépasse juste la réaction de terminaison, là. Quand les gens arrêtent d'être suivis. Le acte, quand les gens se sont vraiment imprégnés des exercices puis l'appliquent de façon très concrète, on peut voir que les gens continuent à s'améliorer alors que la thérapie est terminée. On peut passer. Donc, le craving surfing, justement, ce concept-là, que le craving n'est pas dangereux, que c'est quelque chose qui peut monter, ça peut être très intense, éventuellement va arrêter de monter en termes d'intensité, d'obsessionnalité, va se stabiliser, puis va finir par redescendre. C'est ce concept de vague là, qu'on utilise beaucoup, puis qu'on n'essaye pas, encore une fois, de se distraire, on n'essaye pas de puis que c'est pas dangereux. Puis quand on parle de ça avec les patients, initialement, on les voit réagir, on les voit se crisper. Comment vous voulez même que j'essaye pas là, de automatiquement faire quelque chose d'autre, je vais devenir fou, c'est sûr que je reconsomme. Puis on essaie de déconstruire justement cette espèce d'évitement là, face à l'expérience. Ce qui nous permet de rester en contact avec l'envie sans y répondre automatiquement. Puis ça réduit l'impulsivité, les réponses comportementales automatisées. On a des données scientifiques là-dessus. Ça développe la tolérance à l'inconfort. Puis je parlerais même pas de tolérance. J'utilisais beaucoup le terme tolérance initialement, mais tolérer implique qu'il y a un jugement. Puis on essaie de déconstruire les jugements de qu'est-ce qui est bien ou pas bien, ce qui est dangereux ou pas. Donc, je vous dirais que j'utilise plus le terme tolérance. Euh, Accepter l'inconfort interne, le regarder, l'observer. C'est un outil qui est simple, qui est applicable en quelques minutes, qui est facile à enseigner en clinique. Si ça vous intéresse, là, il y a plein de tutoriels qu'on peut trouver sur comment l'appliquer. On peut passer. La pleine conscience, appliquer la diffusion. Donc, on pratique, il y a des exercices, il y a toujours plein d'acronymes, peu importe les thérapies, l'acte s'en sort pas. Donc, l'acronyme STOP, on s'arrête, on prend un pas de recul, on s'observe, on regarde les pensées, on essaie d'être observateur, un observateur curieux, sans jugement. Au niveau émotif, qu'est-ce qui se passe? On réagit pas automatiquement. Puis le concept de diffusion de pensée, il y a encore une fois des exercices très simples qu'on peut pratiquer avec les pensées. Donc, un exercice que moi j'aime bien, c'est, bon, j'ai une pensée, euh, si je me sens triste, c'est sûr que je consomme. Donc, j'ai la pensée que si je me sens triste, je vais consommer. Je remarque que j'ai la pensée que si je consomme, que si je suis triste, je vais consommer. Je remarque que j'ai la pensée que si je suis triste, je vais consommer. Puis on peut faire plusieurs cycles comme ça pour éventuellement ce qu'on fait, c'est la voir pour ce qu'elle est une pensée. Parce que ce n'est qu'une pensée, jusqu'à temps qu'on la fusionne à notre réalité, puis ça va devenir notre réalité. Mais d'avoir eu cette pensée-là, si je suis triste, c'est sûr que je consomme, ce n'est pas réel, c'est de la sémantique. C'est là que ça s'ancre beaucoup dans des modèles linguistiques. Ça, c'est un genre d'exemple de diffusion de pensée. Ça aide à créer des espaces entre l'envie, la pensée, l'action. Puis, on peut beaucoup s'ancrer dans des exercices là, de respiration ou encore une fois là, de scan au niveau sensation physique. Puis il y a des données qui nous montrent que ça réduit l'urgence là, à consommer, puis ça donne un sentiment un peu là, de plus grande tolérance là, ou de plus grande capacité à accepter ce type d'émotion-là. C'est ça. On peut passer à la prochaine diapo.
Le travail sur les valeurs, les actions engagées, je pense qu'on le fait tous. Là, on donne un peu comme un genre de cadre théorique pour le faire, où c'est super important, on le cible, on le nomme. Puis une fois qu'on a ces choses-là qui sont sur la table, ben, quel type d'actions d'éloignement aux choses qui sont importantes pour nous, aux actions de rapprochement? On fait des matrices beaucoup en actes pour déterminer quel type de comportement nous éloigne ou nous rapproche de nos valeurs puis des choses qu'on veut accéder. Donc, c'est vraiment un gros travail, là. Puis c'est important, puis quand on parle des valeurs pour les gens, ça devient flou, mais juste de qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous investit, qu'est-ce qui fait que il fut un temps, vous vous leviez le matin, puis vous aviez envie de vivre votre journée, de traverser cette journée-là. Puis la vie étant difficile comme elle est, avec tous ces obstacles, si on s'accroche aux choses qui sont importantes pour nous, ben on peut traverser beaucoup de choses. Ça aide à reconstruire une identité qui est cohérente, essentielle dans le rétablissement. Puis c'est vrai que ça permet aux patients de retrouver un sens personnel au changement. Euh, donc c'est quelque chose qui est même très agréable, je trouve, comme thérapeute, de faire comme exercice avec nos patients. On peut passer à la prochaine diapo. On est de retour sur Slido. Je pense qu'on est plus dans les réponses. Donc, vrai ou faux, est-ce que l'acte vise à modifier le contenu des pensées? C'est en effet faux. Quel est le principe central du craving surfing? Chercher à éliminer le craving dès qu'il apparaît, se distraire pour ne plus ressentir l'envie, observer l'envie sans agir automatiquement, remplacer l'envie par une pensée plus positive. En effet, c'est bien ça. Bravo à tous. Donc, si je peux juste finir en disant, ben, écoutez, cette patiente-là a en effet cheminé de façon assez importante, avec un niveau là, de fonctionnement, je vous dirais, surtout un niveau interpersonnel, s'est reconnecté à beaucoup d'amis, a un horaire, je vous dirais, assez chargé, avec 2 cours de Zumba par semaine. Tous les lundis, va dans un café de chats, là. Je ne savais même pas qu'il y avait ça à Montréal, où elle va dans un café puis il y a des chats, ce qu'elle adore. Euh, la thérapie d'acceptation, là, puis d'engagement. C'est ça, Nicolas Garel, je suis psychiatre, je pense qu'on peut se lancer. Voilà la prochaine diapo. Parfait. Donc, j'ai pas de